suite. Quel amateur d'art n'a pas rêvé de passer la nuit enfermé dans un musée, mieux encore de la passer avec une œuvre qui le fascine? Eh bien, c'est ce qu'a fait la romancière Lydie Salver, qui a eu le prix Goncourt en 2014, que vous connaissez, et qui a passé la nuit enfermée au musée Picasso face à l'homme qui marche de Giacometti sur la proposition de son éditeur pour une collection intitulée « Ma nuit au musée ». Marchez jusqu'au soir, c'est très joli cette couverture. Qui a pensé quoi de ce livre, Estelle? J'ai beaucoup aimé le livre parce que c'est un rêve, c'est vrai, de passer une nuit au musée et le rêve se transforme en cauchemar. Et Lydie Salver le raconte bien, c'est-à-dire qu'en plus elle avait envie de cette rencontre, elle l'a rêvé avec L'homme qui marche de Giacometti, Absolument. car c'est aussi une biographie un peu déguisée, en tout cas extrêmement savoureuse de Giacometti. Et ça marche pas. Et elle aimerait avoir une connexion avec l'œuvre d'art et elle nous explique qu'en fait ce livre c'est au début un échec et après ça permet aussi de parler du rapport à l'art. Elle qui vient d'une famille modeste, une famille d'immigrés espagnols. Pourquoi on parlait de la démocratisation de l'art avec l'opéra lyrique, pourquoi certains n'y ont pas accès. Et je trouve qu'elle met des mots justes sur comment on peut se sentir mal à l'aise dans un musée, parce que on a l'impression que c'est pas pour vous, parce que vous venez d'un milieu modeste, et moi qui viens d'un milieu qui n'est pas non plus, qui vient d'un milieu modeste, je comprends ce genre de questions et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pertinent et touchant. Voilà, ça ne vous étonnera pas si j'ai trouvé ça absolument absurde. Non, mais c'est pourquoi aller se faire enfermer dans un truc qu'on déteste, pourquoi Mais moi elle ne savait pas. Ouais, je vous avoue très franchement que moi, j'y ai pas tellement cru, pour être franc. Enfin, voilà, dans ce bouquin, il y a un peu deux parties dans ce livre. La première partie, je la trouve un peu longuette parce qu'on a compris au bout de 100 pages qu'elle n'a pas envie d'être là, que ça l'énerve, que ça l'exaspère. Donc j'avoue que ça, au bout d'un moment, au bout de quelques pages, on a compris le truc. La deuxième partie, où elle parle plus de l'œuvre de Giacometti, du lien, où il y a quelque chose de plus universel et de plus... J'ai pas dit que c'est pas intéressant, hein, je voulais préciser. Voilà, je pense que je suis en train de dire non plus, mais la deuxième partie, effectivement, où elle parle un peu plus de Giacometti, de son rapport à l'art, voilà, là, je trouve que véritablement, on rentre dans une matière qui est intéressante et qui est instructive et qui est bien écrite. La première partie, pourquoi je vous dis j'y ai pas cru? Parce que d'une part, je pense que Lydie Salver a quand même une connaissance... voilà, la description qu'elle fait de l'homme qui marche dans les premières pages montre qu'elle connaît son sujet, donc ça, il n'y a aucun doute. Donc après qu'elle s'enferme dans ce musée en attendant que quelque chose se passe... Enfin, je veux dire, l'art, c'est pas comme ça que ça marche. Mais revenu à l'esprit un haïku célèbre d'un poète japonais qui s'appelle Santoka, qui dit « Rien de plus facile à dire, ni de plus difficile à faire que de lâcher prise ». Vous n'allez pas dans le musée en se disant « Maintenant, je me mets devant Giacometti, puis j'attends qu'un truc se passe, que le beau m'envahisse ». C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, pas pour moi. Donc, j'ai pas vraiment cru au présupposé de départ, même s'il est nécessaire pour la suite du bouquin dont on parlera certainement après. D'un autre côté, elle a quand même l'honnêteté de dire que pour qu'une chose soit belle, il faut la regarder longtemps. Elle cite Flaubert, donc elle a vraiment, il y a des citations quand même où la beauté est une flèche lente, la fameuse phrase de Nietzsche. Donc il y a des espèces de fulgurances comme ça dans ce livre. Il se fait que le hasard a voulu que je lise le premier tome, si on veut, de cette collection. C'est Kamel Daoud, donc, qui a été le premier à s'immerger dans le musée Picasso. Et je l'avais lu avant qu'on nous demande de lire celui-là. Et je pense que les deux livres sont indissociables et que les deux se répondent. Lui, il est algérien, on l'enferme dans ce musée, il a cette espèce d'énorme fantasme de la culture française et de Picasso, l'art pictural, etc. Et il déroule pendant 200 pages, j'allais dire presque vide de sens, une littérature, une prose absolument incroyable. Ce livre est dingue. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi fulgurant. À côté de ça, il y a Lydie Salver, qui a une langue ultra brutale, ultra parlée, brute de décoffrage, qui, elle, effectivement, et c'est toujours très intéressant à ce titre-là d'avoir un point de référence avec les autres éléments qui bougent. En d'autres termes, c'est le même musée, mais on a d'un côté une fille d'immigrés italienne et de l'autre un Algérien, qui ont une vision... Espagnol, pardon. Et qui ont une vision, évidemment, de la culture qui est différente selon l'éducation qu'ils ont reçue. Et ça se ressent très fort dans leur langue, dans leur approche. Et donc, d'un côté, on a quelque chose de très factuel qui parle effectivement d'elle-même, qui parle du rapport à l'art, de son chien, voilà, son chien, des classes sociales, etc. Très, j'allais dire, très terre à terre au sens noble du terme. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose de complètement aérien. Et je pense, à mon sens, que ces deux livres doivent être lus ensemble pour vraiment. C'est quand même compliqué. Hein.
Mais l'un après l'autre, mon cher Guillaume. Dans un ordre ou dans un autre. Une page de chaque. Non, mais c'est vraiment... Avec un stratégie divergent, ça peut fonctionner. On est d'accord, mais c'est vraiment... C'est pour insister sur l'aspect absurde que je développerai tout à l'heure. D'ailleurs, l'autre lien qu'on peut faire avec Caoud, c'est lorsqu'elle a remporté le Goncourt en 2014, Caoud faisait partie des... oui, exactement. Kamel Daoud, pardon. Kamel Daoud. Faisait partie des finalistes. C'est le jet lag. Hein. C'est pas grave, c'était comme ça, une contraction Après, de Kamel. après et 6000 Daoud. bornes, il y a des mots qui... Il y a des mots qui s'entrechoquent. Mais en fait, ça fait longtemps que Lydie Salvers s'intéresse à ces questions-là, traite de ces questions-là, c'est-à-dire, d'un point de vue, Bourdieu parlait du capital culturel, le capital symbolique, justement, qui est souvent aussi important que la richesse pour, justement, se démarquer socialement. Et elle en parlait dans Pas pleurer, elle en a parlé dans Tout homme est une nuit, hein, avec donc cet immigré qui s'émancipe par la maîtrise du français. Et d'ailleurs, parlant de Bourdieu, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très bourdieusien dans ce livre-là, parce que vous savez que son premier essai, Bourdieu, traitait précisément de cette question-là, l'amour de l'art, en 65-6. Et il a terminé sa vie en écrivant sur Manet des séminaires entiers. Ouais, et donc, cette question-là de... est-ce qu'on est obligé de ressentir quelque chose face à ces œuvres-là? Et oui, je suis d'accord avec Michel que c'est un livre qui est un peu longuet et qui se perd un peu dans son propos, mais la question fondamentale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a accès à un certain type de culture, comment est-ce qu'on peut se sentir légitimement touché ou pas par des œuvres, et comment justement se sentir légitimé de dire cette œuvre-là ne me parle pas du tout, et ce n'est pas parce que je manque de ce capital culturel. Sauf qu'elle lui parle, cette œuvre. Pardon? Sauf qu'elle lui parle, cette œuvre. C'est ça qui est... Oui. Quand même. Mais c'est une introspection. En passant la nuit, c'est sa propre introspection. Et elle fait référence à ce fameux dîner auquel elle a assisté, où on l'a traité de... On a dit d'elle qu'elle avait l'air modeste. Et elle critique tout ce dîner mondain où les gens sont en train de descendre à un prix littéraire en disant qu'ils trouvent le bouquin absolument nul. Et elle se questionne qui a le droit de critiquer quoi et pourquoi. Et donc, c'est son introspection. Alors, effectivement, elle parle de Giacometti, mais elle parle aussi de ses parents, de son père qui avait l'air d'être un terroriste, quoi. C'est quand on voit l'éducation qu'elle a eue de sa maman, et je trouve que même si c'est décousu, parce que c'est quand même relativement décousu, il y a des petites choses à prendre et ça donne envie de passer la nuit au musée. Et vous savez que récemment... Ça c'est sûr. Ça Belle Fégor. Non, mais en tout cas, ça donne envie. Et récemment, il y a un site internet. Si vous voulez passer la nuit au musée, c'est possible. Et récemment, il y a un site internet qui a proposé de passer la nuit avec la Joconde. Et ils ont été des milliers à répondre oui. Et il y a un couple qui a été sélectionné, qui a passé la nuit il y a 2 semaines devant la C'est vrai que c'est une expérience assez dingue, parce que nous-mêmes, on le fait parfois, parce qu'on visite... Mais non, mais nous, il nous arrive de visiter alors que le musée est fermé. Évidemment, pas la nuit. Et c'est vraiment une expérience. Moi, on l'a fait pour une... Enfin, je l'ai fait pour une expo Picasso. C'est absolument incroyable. On a l'impression qu'il est là, quelque part. Après, ce qui est amusant, c'est que vous parlez de la Joconde. Là, il y a beaucoup de reportages, puisqu'on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et il y a beaucoup de touristes qui sont un peu déçus, parce qu'ils attendaient à la... Alors, il y en a qui ont une révélation en voyant, mais après, ils disent, elle est un peu petite, puis on l'a vu un peu loin. Non, mais ça pose des tas de questions par rapport au comment on perçoit. Oui, puis mais aussi la question, moi j'aime beaucoup la question qu'elle pose, c'est de cette espèce de... en fait, la mise en scène de l'art, et d'ailleurs, elle se débat avec ça dans la première partie du livre, il y a une mise en scène, il y a une manière de présenter ça où on oblige un peu d'une certaine manière les gens à dire, bon, vous devez ressentir. Ça, c'est encore... Alors, ça, je trouve vraiment... Enfin, je sais pas, Guillaume voulait nous parler de l'absurde, où je prends la parole. Enfin, Guillaume, pourquoi absurde, d'abord? Ce qui est de mauvaise foi dans cette affaire-là, c'est qu'à un moment, par exemple, à la fin du livre, elle dit toute son admiration pour Absalom de William Faulkner. Or, si vous êtes né à Aubervilliers, L'homme qui marche de Giacometti, c'est exactement l'équivalent d'Absalom de Faulkner. Donc, en fait, le problème, c'est la question d'un pays qui, fondamentalement, est axé sur la littérature, la France, et qui a toujours eu un problème avec l'art de son époque. Et là, elle transforme ça en problème social. Mais c'est pas du tout un problème social, c'est un problème qu'elle a, elle, dans la tête. Elle passe par le biais d'un dîner mondain. C'est en ça que je trouve cette affaire-là complètement absurde. Parce que, si vous voulez, il y a autant de difficultés à approcher une grande partie de la littérature mondiale que d'approcher L'homme qui marche de Giacometti. Ce qui est intéressant, et ce qui est à mon avis décevant, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Ce qui est décevant, c'est que ça sent à
plein nez le bouquin de commande. On lui a dit, Lydie, prix Goncourt, etc., va faire un tour au musée. Elle l'assume. Ah oui, mais d'accord, mais je veux dire, non, mais si elle voulait pas aller voir l'homme qui marche, elle n'avait qu'à aller au cirque ou s'enfermer en regardant en boucle le dictateur de Chaplin. Mais si, parce que je vois bien. Le problème fondamental, c'est là où je vais me mettre à la limite en colère, c'est qu'à chaque fois qu'il est question d'art, on pose la question sociale. Et à chaque fois qu'il est question de littérature, on ne pose pas la question sociale. Mais Mallarmé, c'est beaucoup plus compliqué que Giacometti. Même les principaux poèmes de Rimbaud, c'est beaucoup plus compliqué que Giacometti. Or, personne ne dira Rimbaud, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais parce que Rimbaud, Rimbaud, il marche de Giacometti, c'est un problème pour les gens d'Aubervilliers. Oui, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus simple. Vas-y, Mathieu. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que dans l'œuvre de Giacometti, puisqu'il a beaucoup... Ici, il a beaucoup vu Michel Leiris, le patron du Musée de l'Homme de l'époque. Il a beaucoup vu Carl Bernstein, qui a écrit le livre essentiel sur la sculpture africaine, ce qu'on a beaucoup vu en Afrique. Donc, Giacometti, il vient aussi de cette culture-là, qui est une culture que Lydie Salvert doit trouver géniale. Non, elle le dit qu'il est modeste et tout ça. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment le problème de la légitimité et aussi de la façon dont l'art est effectivement montré. Ouais, mais... Maintenant, le musée Guimet, juste cet exemple-là, le musée Guimet, par exemple, alors ça va vous faire rire, hein, mais c'est qu'il pense que maintenant, il faut arrêter de tout se projeter dans l'histoire de l'art, d'essayer de tout comprendre à l'œuvre, mais de la ressentir, de la regarder, presque pas de la toucher, parce qu'on n'a pas le droit. On est d'accord, pourquoi vous allez au musée? Non, mais parce qu'ils font du yoga. Il y a une histoire. Voilà. Ils font ça. À bientôt. Mais non, mais pour qu'il y ait une autre perception de l'art, on s'en pas juste mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais on n'a rien contre ça. Mais non, mais en fait... Mais d'accord, mais est-ce que tu fais du yoga quand tu lis Salammbô de Flaubert? Mais c'est pas possible. Non, mais il y a un truc, je te jure, parce que je connais ce sujet par cœur. Il y a un truc qui est non dit en France, c'est qu'il y a toujours le problème de l'art. Toujours le problème de l'art. L'art, c'est l'argent, l'art, c'est les mondains, et c'est pas accessible à tout le monde. Après, je suis pas tout à fait d'accord. On est ici à la Philharmonie, on a vu des enfants qui jouaient. Oui. Donc combien? Non, mais après, il y a quand même. Je trouve qu'il y a quand même une volonté. Alors, je dis pas que c'est pas le cas en Belgique, ni en Suisse ou ailleurs, mais il y a quand même. Je lis. Mais vu de l'extérieur en France, on se dit, waouh, il y a quand même tellement d'argent qui est investi dans la démocratisation de la culture. Curieusement, elle sort, et curieusement, et comme si l'élucidation des causes de l'angoisse qui m'avait paralysé lors de ma fameuse nuit donnait soudain du prix aux choses les plus simples et les plus familières, simplement flâner dans les rues du 20e, évidemment le 20e, boire un café serré à la terrasse du Colibri, enfin c'est n'importe quoi. Non, puis même, Guillaume, je veux dire, à ce moment-là, il faut arrêter Joyce, il faut arrêter toute la... Non, mais je comprends pas ce qu'on pose. Moi, ce que à qu'à rester au Colibri. Mais on est d'accord sur quelque chose, mais même sans ça, c'est-à-dire dans les toutes premières pages du livre, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais vraiment dans les premières pages du livre, elle décode complètement l'homme qui marche. Oui. Donc ça veut dire qu'elle a compris l'œuvre, elle sait ce à quoi elle s'attend. Moi, j'avais jamais lu une description comme ça. Je me suis dit. Donc moi, j'arrive pas c'est une femme intelligente qui a énormément de talent. Oui, mais du coup, moi, je n'arrive pas ensuite à croire. Mais là, on est la question. Qui suivent, on est à la question de la commande et de la reconstruction. Parce qu'on se dit, si elle est capable d'une telle fulgurance, elle ne peut pas dire juste derrière. C'est ça. Je comprends rien. C'est ça. Oui, non, elle ne dit pas qu'elle comprend rien. Elle ressent rien. Elle ressent rien. Mais non, mais vous savez, vous avez par exemple une grande partie des intellectuels français, de Claude Lévi-Strauss à d'autres aujourd'hui, qui ont théoriser leur refus de l'art de l'époque. Parce qu'il y a une concurrence entre la littérature et la philosophie. Une grande partie des gens dont elle parle, l'homme qui marche dans 300 ans, tout le monde y pensera. Lydie Salvert dans 300 ans, zboob. Donc, si vous voulez. Mais non, mais il y a une concurrence implicite qui n'est pas dite. Regardez les grands écrivains. Jean-Paul Sartre s'est intéressé à l'art. Évidemment, il a écrit des pages extraordinaires. Foucault s'est intéressé aux Minimes de Velázquez. Apollinaire a écrit Critique d'art. Une grande partie des surréalistes sont intéressés là-dedans. Et il y a une partie de la culture française, ce qui n'est pas son cas, parce que c'est assez malin, son truc, mais qui est allergique. Mais ça pose parce qu'ils viennent du réalisme. Mais ça pose la question, alors, de la hiérarchie consciente ou pas, ou projetée ou pas, des différentes formes d'art. Comment ? Ça pose cette question-là, alors, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les différentes formes d'art ? On n'est pas du tout obligé, quand on regarde Les Demoiselles d'Avignon, d'ingurgiter une histoire de l'art de Gombrich. C'est juste une certaine forme d'allergie, et c'est par hasard si elle parle du petit café du coin, du 20e arrondissement, du dîner des mondains, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas honnêtement dit. Alors peut-être, moi je n'ai pas vu
vu ça. Ça que Je suis très terre à terre. Moi, je vais vous citer une anecdote qui est peut-être pas fortement, peut-être très intéressante. Mais je suis allée au musée d'Orsay. Mon fils avait 5 ans à l'époque et il courait dans le musée. Et j'étais toute genre, non, je veux pas courir dans le musée. Le musée d'Orsay, tu te rends pas compte. Et il y a une conservatrice qui m'a dit, c'est pas grave. Il faut que les gosses soient là. Et même, elle avait l'air de me dire, il faut qu'ils vivent dans le. Oui, mais c'est pas ce qui se passe dans les musées. C'est pas ce qui se passe dans les musées. Quand on arrive dans un musée, il faut qu'on c'est encore une idée à la con, pardonne-moi. Tu veux que je te donne un exemple? Ben non, mais c'est à la vrai. rétrospective Il faut que ça Bacon à Londres, à la tête Britain, ils avaient installé l'équipe junior d'athlétisme pendant que les gens faisaient la queue pour les distraire. C'est-à-dire que tu faisais la queue pour aller voir la rétrospective Bacon et toutes les 40 secondes, il y avait l'équipe de junior d'athlétisme anglaise qui courait le 100 mètres. C'était d'ailleurs extraordinaire comme truc. Ils se disaient, les gens s'emmerdent dans la queue est tellement grande qu'on va leur faire un truc. Et on voyait des types, évidemment, qui avaient 20 ans ou des filles absolument magnifiques courir. Donc c'est encore une idée toute faite. Non, je pense que c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas justement d'être trop dans l'espèce d'admiration et qu'il faut découvrir. Moi, j'ai vu ça comme une déclaration d'amour à l'art et même à Giacometti en premier, à Picasso. Oui, mais On elle prend des termine, détours. Michel, dernier mot. Je trouve qu'elle prend des détours pour son explication.